À défaut de se serrer la main, ou pourquoi pas de se faire la bise, je vous propose de nous serrer les coudes ensemble pour démêler le vrai du faux avec vos questions et l'interactivité possible grâce à mon camarade Antoine Marquet qui sera là et votre complicité sur les réseaux sociaux à tout moment. On est d'ailleurs par exemple en direct sur Facebook actuellement. Dites-le à vos camarades de jeu un peu partout dans le monde puisque vous pouvez nous suivre partout aussi sur la plateforme France.tv. Partout aussi avec nous nos meilleurs experts et aujourd'hui on ne va pas faillir à la tradition. Ils sont tous de la région pour eux aussi répondre concrètement à tout ce qui se passe chez nous. Pas l'autre bout de la planète, vraiment en Bourgogne-Franche-Comté. Je vais vous présenter nos experts. Le temps pour moi de vous souhaiter la bienvenue. Un grand bonjour avec toute l'équipe. Ensemble contre le virus, c'est parti. Et la Dream Team du jour, je vous la présente. Bonjour Emmanuel Debost. Bonjour. Vous êtes médecin. Généraliste. Voilà, alors on va être clair, il ne s'agit pas de ce matin de faire le magazine de la santé, mais d'être pratique sans céder à la panique, je l'ai dit. Vous êtes aussi le monsieur grippe en Bourgogne-Franche-Comté. On va ensemble démêler le vrai du faux, parce que c'est vrai que la grippe fait beaucoup plus de morts jusqu'à aujourd'hui. On en parle beaucoup moins. Pourquoi finalement? En quoi ce Covid-19 ou coronavirus finalement est-il si différent de la grippe? Est-ce qu'il y a franchement des traitements chez nous? Est-ce que l'activité dans votre cabinet a augmenté? Comment vous vous protégez en tant que professionnel de santé? On verra votre témoignage et puis surtout, on répondra à toutes vos questions d'ici quelques secondes. Le temps pour moi de vous présenter un camarade de jeu qui est à côté, que vous connaissez bien. C'est notre avocat, il vient régulièrement. Bonjour maître Fabien Kovac. Bonjour Pascal. On peut se dire, mais pourquoi un avocat? Des questions juridiques avec vous? Parce que, par exemple, le droit de retrait est-il possible quand on travaille? Que dit réellement le Code du travail? Est-ce que mon employeur peut me refuser le télétravail? Est-ce que je suis obligé de venir travailler? Si par exemple je suis en quatorzaine, ça peut arriver, qui va me payer? Prêt à répondre à tout? Je suis dans les starting blocks, je suis prêt. Parfait, votre camarade de jeu aussi est dans les starting blocks. Bonjour, docteur Olivier Aubrecht. Bonjour. Vous avez une autre casquette, vous êtes directeur général adjoint de l'ARS. L'ARS, derrière cet acronyme, c'est l'Agence régionale de santé. En 3 mots, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est l'autorité qui essaie d'organiser l'ensemble du système de santé dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Et ce matin, je vous propose de répondre en direct à toutes les questions concrètes. On va aller faire un petit tour du côté du téléphone, évidemment, mais aussi du côté des écrans connectés et des réseaux sociaux. Mais d'abord, je voudrais avoir votre point de vue à vous, puisque vous le dites, vous êtes le garant, finalement, du pilotage régional du système national de santé. Votre vision globale de la santé en Bourgogne-Franche-Comté aujourd'hui, lundi 9 mars à 10h48 et 46 secondes précisément, c'est quoi? Alors si on parle effectivement aujourd'hui, puisque en matière de coronavirus, vous l'avez d'ailleurs très bien dit, la réalité de ce matin ne sera probablement pas celle de ce soir. On a une région qui aujourd'hui fait face à l'épidémie de façon tout à fait satisfaisante. Là, les cas sont effectivement repérés, ils sont confinés à partir du moment où ils sont connus et confirmés. Et on a, je dirais, deux départements dans la région sur les 8 qui sont plus spécifiquement impactés que les autres depuis maintenant 4 jours, qui sont le Doubs et le territoire de Belfort. Comme convenu, je vais me tourner vers Antoine Marquet qui est avec nous. Bonjour Antoine. Bonjour Pascal. Merci d'être là. Vous allez pouvoir interagir en direct en posant toutes vos questions directement sur la page Facebook de l'émission. Vous allez me rappeler un petit peu comment on va faire, s'il vous plaît, pour nos amis de France 3 Bourgogne et France 3 Franche-Comté, Antoine? Alors, on vous a sollicité sur les pages Facebook de France 3 Bourgogne et France 3 Franche-Comté. On vous a demandé si vous aviez des questions aujourd'hui pour nos experts. Et on est lundi. Et c'est la rentrée, reprise de l'école et du travail. Alors, beaucoup de questions se posent. On a Marie, par exemple, qui nous dit « Est-ce que les parents ont le droit de ne pas emmener leurs enfants à l'école aujourd'hui ?» Qui décide aussi de fermer les écoles. Petite remarque, Antoine, parce que qui dit question dit réponse. On a des experts. Je pense que tout de suite, on va demander la réponse. D'abord, c'est une question juridique, si j'ai bien compris. Rappelez-moi la première question, s'il vous plaît, Antoine Marquet, une question que vous nous avez posée sur la plateforme et les réseaux sociaux et sur Facebook, s'il vous plaît. C'est Marie qui la pose et elle demande est-ce que les parents ont le droit de ne pas emmener leurs enfants à l'école aujourd'hui? Alors, à votre avis, Fabien, et après je poserai la question à Antoine Marquet qui hoche de la tête. Dites-moi, Fabien. Alors, je pars du principe que l'école n'est pas fermée, puisque c'est le parent qui prend l'initiative de ne pas amener son enfant à l'école. Le principe, c'est l'obligation de scolarité en France depuis un certain nombre d'années maintenant, voire même de décennies. Ce qu'il faut savoir, c'est que
compte tenu des circonstances particulières, on ne blâmera pas un parent qui va pendant 2-3 jours ne pas emmener son enfant à l'école. Néanmoins, s'il décide de retirer l'enfant de l'école pendant un certain temps, il faudra qu'il mette en place un système parallèle d'éducation, puisqu'il ne peut pas priver son enfant d'éducation. C'est une obligation légale de suivre une scolarité. C'est la réponse de l'avocat. Oui. La réponse du directeur général adjoint de l'ARS, l'Agence régionale de la santé, docteur, s'il vous plaît. À ce stade, dans la région Bourgogne-Franche-Comté, il n'y a aucune fermeture d'établissement scolaire et il n'y a aucune mesure d'éviction scolaire pour aucun enfant de la région. Donc, je rejoins la réponse précédente. L'obligation scolaire aujourd'hui est totale dans la région. On parle d'enfants, on parle d'école, ça tombe bien. Avec nos camarades de France 3 Bourgogne-Franche-Comté, on va les retrouver en duplex. Clément Janin qui est avec nous aux portes de Besançon, à l'école de Thise. Et justement, Clément, vous n'êtes pas là-bas par hasard. Bonjour, bienvenue. Expliquez-nous pourquoi, s'il vous plaît, Clément. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Effectivement, si on se trouve là, c'est parce que Thise a fait parler d'elle la semaine dernière, cette petite commune qui est limitrophe de Besançon. Et dans cette commune, la semaine dernière, il y a 10 membres, 10 patients d'un EHPAD qui ont été touchés par le Covid-19. Résultat, ces personnes sont confinées, alors elles sont en bon état de santé, tout va bien, mais elles sont confinées et les familles n'ont pas le droit de venir les voir. Résultat, le maire de Thise a pris lui également une mesure assez radicale, puisque tout simplement, il interdit tout rassemblement de plus de 50 personnes dans la commune. Alors ça, c'est le cas, sauf que, bien entendu, vous l'avez dit, le rectorat a lui donné l'autorisation aux 213 200 élèves du Doubs d'aller en classe aujourd'hui. Résultat, l'école de Thise était ouverte ce matin. Sur les 147 élèves qui sont habituellement présents, eh bien 9 manquaient à l'appel. 9 pourquoi? Parce qu'il y en a 8 dont les parents n'ont pas souhaité tout simplement les mettre en confinement avec d'autres enfants dans les classes. Les enfants sont donc restés chez eux par la décision de leurs parents. Et un enfant également manquait à l'appel. Alors lui, c'est un peu différent. C'est l'enfant d'une soignante de l'EHPAD. Et bien entendu, cette personne qui pourrait être contaminée a bien entendu décidé de ne pas laisser son enfant en classe ce matin. Alors ce matin, bien entendu, les avis étaient partagés. Il y avait certains parents qui étaient plutôt fatalistes et d'autres, au contraire, qui étaient très confiants et qui estimaient que leur enfant ne risquait rien. En tout cas, les moins stressés dans cette histoire, c'était bien entendu les petits. On était à la récréation de 10 heures et eux, Covid-19 ou pas, ils s'amusaient à la récréation. Merci Clément. Vous saluez surtout les Thisiens. D'autres infos à suivre évidemment sur les écrans connectés et France.tv pour des réactions. On l'a vu sur les réseaux sociaux, ça réagit à propos des écoles, ça réagit beaucoup. Fabien, vous êtes avocat, vous êtes aussi papa. Vous êtes inquiet, vous ? Moi, je vais essayer de ne pas céder à la panique pour une simple et bonne raison, c'est que je pense que nous n'étions pas prêts à voir un nouveau virus arriver, mais qu'en réalité, on en croise tous les jours, tous les ans et tous les mois. Donc, un peu de zénitude, il faut faire effectivement attention et je sais que je suis bien entouré pour qu'on nous rappelle les mesures à prendre pour éviter... Mais justement, docteur Olivier Aubrecht, est-ce que les parents ont raison de s'inquiéter? Les parents, les grands-parents qui sont avec nous ce matin et qui nous regardent en direct, là, qu'est-ce que vous pouvez leur dire en Bourgogne-Franche-Comté? Je crois que les parents n'ont pas à s'inquiéter particulièrement. Comme ça vient d'être dit, c'est un nouveau virus. On en connaît beaucoup d'autres. Un enfant l'hiver qui a une maladie respiratoire, qui a le nez qui coule et qui tousse, c'est malheureusement quelque chose qui est banal. Là, ce qui n'est pas banal, c'est que le virus étant nouveau, nous impose un certain nombre de mesures de précaution tant qu'on ne le connaît pas mieux. Pour autant, il n'y a pas de raison de s'inquiéter particulièrement, je le rappelle, sauf si l'enfant est malade, évidemment. Mais en dehors de cela, il n'y a pas de raison de ne pas aller à l'école. Et on le redit, les écoles, à l'heure où nous parlons en Bourgogne-Franche-Comté, ne sont pas fermées. Contrairement à certaines régions. Il ne faut pas qu'on mélange tout, parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi. Je crois que c'est important de préciser ça. C'est très important, cela. C'est qu'on a 2 départements en France, et même 3 avec la Corse depuis ce matin, qui ont pris une mesure de fermeture des établissements scolaires parce qu'ils sont dans des zones de transmission virale rapide. Et c'est une mesure, en fait, qui est évaluée. C'est-à-dire que la mesure qui a été prise dans ces 3 territoires est destinée à évaluer son efficacité justement sur la progression du virus dans des zones à très forte circulation, ce qui, encore une fois, je le répète, n'est pas le cas aujourd'hui en Bourgogne-Franche-Comté. 11h-5, avant de se tourner vers les écrans connectés pour toutes vos questions, on va partir en direct du côté du SAMU, au centre de régulation des appels, au SAMU de Dijon, au centre 15, pour retrouver le docteur François Arcos, que vous connaissez bien aussi. C'est un peu notre médecin référent dans Ensemble C'est mieux, c'est un peu notre Michel Simès local. Bonjour à vous, le président de l'association de régulation des médecins libéraux. Je sais que vous avez au moins 18 appels en absence là-bas. Qu'est-ce qu'on vous demande le plus souvent, François ?
Bonjour Pascal, oui, vous êtes bien renseigné à ce que je vois. Oui, j'ai passé la main à mon collègue hospitalier, je vous rassure, je ne laisse pas les gens attendre. On nous demande beaucoup de choses, on nous demande ce que vous avez déjà dit au début d'émission, est-ce qu'on peut envoyer nos enfants à l'école, est-ce que mon employeur me demande de vous appeler pour savoir si je peux retourner au travail, et puis il y a beaucoup de gens qui veulent aller chez leur médecin traitant et qui suivent les directives du gouvernement et puis les directives relayées par les médias, comme quoi il faut appeler le 15 avant de se rendre chez le médecin traitant. Donc notre rôle, c'est d'aiguiller les gens. Alors, je vous propose justement d'écouter une des fameuses questions laissées sur notre numéro vert, à nous, le 0805 383 383. Il fonctionne toujours, c'est le numéro interactif pour répondre avec nos experts sur ce plateau du lundi au vendredi sur d'autres sujets un peu plus légers qu'aujourd'hui, sur le Covid-19 et le coronavirus. On va écouter peut-être une question, à moins qu'on ait la question de Xavier via les réseaux sociaux, si c'est possible. Mais je pense qu'on va plutôt passer à notre interactivité et à Julien ou à Corinne, je ne sais plus. Alors allons-y, c'est Corinne, allons-y. Bonjour, je m'appelle Corinne, je vis dans un petit village. Je voudrais savoir comment faire si on pense avoir les symptômes du coronavirus alors qu'on vit dans un village où il n'y a pas de médecin. Comment être dépisté ? Merci Corinne. Alors comment se faire dépister quand on habite un petit village ? À votre avis, avant de demander le point de vue du médecin du SAMU qui est avec nous, s'il vous plaît, à vous, docteur Olivier Aubrecht. Ce qui a été prévu justement, à partir du moment où les personnes ont une inquiétude, c'est bien d'appeler le 15, qui d'ailleurs vient d'être appelé par le docteur Arcos, et surtout pas, à ce stade, d'aller chez son médecin traitant, d'autant que j'ai compris, votre téléspectatrice n'a pas de médecin traitant dans sa commune, visiblement. Donc l'intérêt du centre 15, c'est bien cela, c'est de vérifier dans quelle mesure la personne qui appelle a un cas possible, et si par hasard elle a besoin d'une confirmation, les moyens, y compris de transport, seront mobilisés pour le faire. Un transporteur viendra la chercher pour la mettre dans un circuit particulier pour bénéficier d'un prélèvement et d'avoir une confirmation. Docteur François Arcos, depuis le centre SAMU, là, le centre 15, dites-moi, je décroche mon téléphone, je vous appelle, j'ai un médecin régulateur. Ça se passe comment si par exemple je vous demande, j'ai des symptômes qui me semblent être les symptômes de ce fameux Covid-19, oui. Comment je peux me faire dépister? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que vous me répondez? Alors, premièrement, quand vous appelez le 15, déjà, le permanencier qui va recevoir l'appel va vous poser des questions qui vont vous orienter soit vers un médecin qui va être spécialisé dans le Covid-10, soit par un médecin régulateur hospitalier ou non, qui va s'occuper des autres cas. Donc, si vous êtes très suspect de Covid-10, vous allez effectivement être adressé soit vers le centre des urgences pour un dépistage, il y a une cellule test spécifique pour cela, il y a même des ambulances qui peuvent se déplacer à domicile pour faire les tests à domicile. Donc ça c'est important. Le 15, on le rappelle, c'est uniquement pour les urgences. Le problème c'est que, vous le disiez tout à l'heure, l'info est vérifiée, beaucoup d'appels qui ne sont peut-être pas des appels d'urgence finalement. François, c'est ça le vrai souci, non ? Et oui, c'est pour ça que nous avons dû renforcer notre médicalisation et notre régulation en médecin, puisqu'il y avait un nombre, je crois qu'on est à plus de 50% d'appels en plus, donc c'est énorme pour un service de régulation. Donc on a dû renforcer les médecins régulateurs, et on est là pour répondre à toutes les questions, mais n'oublions pas qu'il y a aussi les vraies urgences qui sont là tous les jours et auxquelles on doit répondre immédiatement. Docteur Olivier Aubrecht, Agence régionale de la santé, les vraies urgences qui sont débordées? Je ne sais pas si les vraies urgences sont débordées. Je pense que l'urgence vitale n'a jamais posé de problème dans notre pays, heureusement. On est un système de santé solide. En revanche, ce qui est exact, c'est que les 4 centres 15 de la région ont une augmentation très significative de leur activité et des moyens supplémentaires ont été mobilisés dans chacun des sites, Besançon, Dijon, Châlons, Auxerre, pour faire face à cette augmentation des appels. Donc là, c'est évident. Et également, avec la médecine libérale, nous avons discuté en urgence avec les associations de régulation pour que la régulation libérale qui conforte, comme ça a été dit, auprès des 15, la réponse aux appels puisse être augmentée, voire doublée, voire, dans certains cas, passée en H24.
Le 15, on le redit, c'est uniquement pour les urgences. En tout cas, merci François d'avoir été avec nous. Vous saluez tous les professionnels de santé qui font un boulot formidable. On ne le dira jamais assez. Hein. Vous avez parlé tout à l'heure du médecin traitant. On a justement un médecin traitant sur le plateau. On va parler aussi de votre quotidien d'ici quelques minutes. Mais d'abord, place à l'interactivité. On va retrouver notre ami Antoine qui est avec nous sur ce plateau et sur les écrans connectés. J'ai l'impression qu'on parle beaucoup des modes de transmission. C'est ça, Antoine? Expliquez-moi. Oui, c'est ça, Pascal. Il y a beaucoup de questions autour des modes de contamination. Je vais vous en lire plusieurs. Mais la première, c'est Xavier qui la pose et il nous dit « J'ai entendu dire qu'il faut nettoyer son téléphone portable à cause du coronavirus. Qu'en pensez-vous » On va voir la question de Xavier d'ailleurs qui va s'afficher, je pense. Regardez ça. J'ai entendu dire qu'il faut nettoyer son téléphone portable à cause du coronavirus. Qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, je vais me tourner vers le médecin traitant parce que ça, c'est une question que vous pouvez avoir. Vous, on vous a pas beaucoup entendu, Emmanuel Debost. Logiquement, non. Il n'y a pas à part si vous prêtez votre téléphone portable à votre voisin, il n'y a aucune importance à nettoyer son téléphone portable. Antoine, d'autres questions? D'autres dans le même esprit. Marilyn demande est-ce qu'on peut être porteur du virus, non malade, et le transmettre? Alors oui, on peut être porteur et transmettre sans... il faut rappeler que la transmission se fait par les gouttelettes de salive. Donc ça, c'est important. Vous voulez rajouter quelque chose peut-être, docteur Olivier Aubrecht? Non, tout est dit. On a des formes asymptomatiques, d'où l'importance de bien repérer les patients pour essayer de limiter l'épidémie, mais on ne peut pas la stopper. Antoine? Une dernière, c'est Nathalie qui la pose et elle nous dit est-ce que le virus peut nous contaminer via la climatisation dans les centres commerciaux? Alors climatisation un peu partout finalement. Alors ça, c'est une bonne question et je pense que c'est à l'étude. Il y a un groupe parisien qui travaille sur effectivement la possible contamination à travers des systèmes aériens, ça évidemment. Il n'y a pas de bonne ou moins bonne question. Il y a toutes vos questions que vous pouvez nous poser sur les écrans connectés à tout moment. Et même si ça peut paraître parfois un petit peu saugrenu, moi j'en ai relevé une par exemple tout à l'heure, juste avant de commencer l'émission. Là, c'est Christine à Charnay-les-Mâcons en Saône-et-Loire. Elle m'a dit, écoutez bien, j'achète une baguette chez mon boulanger, qui la prend sans gants, qui la pose sur le comptoir, je la mets dans mon panier avec des conserves et des légumes achetés au marché et supermarché, je rentre à la maison, je me lave consciencieusement les mains. Vous verrez que d'ici la fin de cette émission, on va vous apprendre à bien vous laver les mains parce que là aussi, il y a des idées reçues. Donc elle se lave les mains avant le repas. Elle me dit, écoutez bien, faudrait-il laver la baguette, les conserves et quelles seraient les consignes efficaces mais raisonnables? Alors ça peut faire sourire, mais franchement, dites-moi ce que vous en pensez, docteur Olivier Aubrecht, s'il vous plaît. Je pense que le dernier adjectif est le plus important, raisonnable. Le virus peut effectivement survivre 2 heures sur des surfaces inertes. Bon, en même temps, il ne saute pas sur les gens comme ça. Je crois qu'on peut rassurer votre Christine, à Charnay-les-Mâcons, en Saône-et-Loire. Oui, je pense qu'on peut rassurer Christine. Il ne faut pas passer la baguette à l'eau de Javel. D'accord. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Très bien. N'oublions pas que la transmission du virus, c'est bien une transmission interhumaine, comme vient de le rappeler le Dr Debost. C'est-à-dire, c'est du contact étroit, normalement à moins d'1 mètre, pendant plus de 15 minutes avec un malade. 0805 383 383, place à l'interactivité. Julien, vous avez la parole. Quelle est votre question? Bonjour, j'avais une question concernant les aliments qu'on pouvait manger, si certains pouvaient améliorer notre défense immunitaire contre le virus. Alors, pas de diététicienne sur ce plateau, mais des médecins qui sont avec nous, un généraliste. Si vous avez ce genre de questions dans votre cabinet, docteur Olivier Debost, Emmanuel Debost. Non, je pense qu'il faut bien s'hydrater, mais il n'y a pas d'aliments préconisés pour... contre le virus. Il y a aussi beaucoup d'infos et d'intox qu'on voit un petit peu partout. Je vais peut-être vous proposer de tordre le cou à quelques idées reçues. Fabien, tiens, à votre avis, par exemple, est-ce que c'est utile de porter un masque si on est bien portant? Oui ou non? À mon avis, oui. Absolument pas. Bon, vous êtes avocat, vous n'êtes pas médecin, c'est pour ça que je vous demande à je vous. Me suis renseigné, voilà. Bon, moi j'ai des éléments de réponse en couleur. Regardez, s'il vous plaît. Coronavirus, on démêle le vrai du faux. On peut être contaminé en se promenant dans la rue, vrai ou faux? Faux. Lorsqu'une personne éternue ou tousse, elle peut projeter des gouttelettes jusqu'à 1 mètre maximum. Si cette distance est respectée, pas de risque d'être contaminé. Porter un masque lorsqu'on est bien portant permet de se protéger des risques de contamination. Vrai ou faux? Vrai et faux. Le port du masque est recommandé pour les personnes présentant des symptômes d'infection respiratoire. Il n'est en revanche pas prouvé que le masque a un intérêt préventif pour les personnes saines.
Il est donc préférable de laisser les masques aux personnes malades et aux personnes en contact avec les malades, indique le ministère de la Santé. Le virus peut être transmis par des pièces de monnaie ou des billets de banque. Vrai ou faux? Vrai, mais le risque est très faible. L'OMS explique que le coronavirus peut survivre sur des surfaces inertes et sèches pendant seulement quelques heures. Le risque d'être infecté par des billets de banque ou autres objets comme des colis postaux est donc très faible. On peut fabriquer son gel hydroalcoolique à la maison. Vrai ou faux? Faux. La fabrication de ce gel est réservée aux professionnels de santé, notamment les pharmaciens, qui pourront les commercialiser. On a tordu le cou à quelques idées reçues, je crois que c'est important de replacer un petit peu tout ça. Quelle est la question la plus surprenante que vous ayez eue dans votre cabinet, vous qui êtes généraliste, Emmanuel Debost? Il n'y a pas eu de question particulièrement extraordinaire. L'inquiétude majeure, c'est les risques de contamination et la peur pour ces enfants. Et une peur, par contre, est souvent immodérée en disant mes enfants, je les laisse pas sortir de chez moi, je ne les envoie pas à un match, voilà. La peur peut se transformer en phobie. Exactement. Et je précise que demain, on aura un psy sur ce plateau pour parler des phobies plus généralement. Il ne s'agit pas encore une fois d'être anxiogène ou de refaire le magazine de la santé, j'insiste là-dessus. Mais voilà, il se trouve que par hasard, nous parlerons demain des phobies. Parenthèse refermée. On a parlé du gel hydroalcoolique aussi. J'ai une question pour vous, docteur Olivier Aubrecht. Juste après, on se tourne vers notre standard à nous et les écrans connectés et l'ami Antoine. Mais d'abord, la question d'un pharmacien de Besançon. Il nous l'a laissé sur les réseaux sociaux. Il me dit, les fabricants de gel hydroalcoolique annoncent que leur fabrication en cours arrive en début avril. Ne faudrait-il pas modifier les messages officiels sur les médias, donner des alternatives s'il y en a? Et est-ce que les gants type MAPA nous protégeraient? Non, alors, comme ça a été dit d'ailleurs fort justement, les pharmaciens depuis avant-hier ont de nouveau le droit de fabriquer des solutés hydroalcooliques comme des préparations magistrales en pharmacie. Donc la situation de pénurie des gels qu'on a connue la semaine dernière devrait s'estomper très rapidement maintenant. Par ailleurs, il faut rappeler que la bonne protection, c'est se laver les mains. Le gel hydroalcoolique, c'est une solution qui est efficace quand on n'a pas d'eau et pas de savon. Mais que la mesure de base de protection de toutes les infections qui sont portées notamment par les mains, c'est bien le lavage des mains. Quant aux gants? Non, le gant, non. Les gants en situation de soins pour des soignants qui font des actes invasifs, bien sûr, il faut des gants, il faut une surblouse, il faut tout le matériel de protection, mais les gants MAPA à la maison, non, pas pour un coronavirus. Okay. Par rapport à la fragilité qui a été évoquée juste avant, la peur que vous évoquiez pour les enfants, je pense qu'il ne faut pas oublier que les personnes les plus fragiles aujourd'hui au regard du coronavirus, on l'évoquera peut-être plus tard, ce sont bien les personnes âgées. C'est-à-dire qu'on peut avoir des craintes pour ses enfants, mais s'il y a bien quelque chose qu'il faut penser à faire, c'est de ne pas aller embrasser sa grand-mère quand on tousse et qu'on a de la fièvre. Interaction et intervention en direct, il est 11h08 sur tous les réseaux sociaux et les écrans connectés avec l'ami Antoine Marquet qui est avec nous. Qu'est-ce qui se passe justement sur les idées reçues et sur les fake news? Dites-moi Antoine. On a Sandrine par exemple qui nous demande est-ce qu'on est protégé contre le coronavirus si on a déjà eu la grippe? Alors, qui veut répondre à cette question? Non. Non, le coronavirus est un nouveau virus et on n'est pas protégé si on a déjà fait la grippe ou si on est vacciné contre la grippe, on n'est pas protégé contre le coronavirus. Alors là, je me tourne vers les médecins que vous êtes. Est-ce que les symptômes sont les mêmes? Parce qu'on entend dire le coronavirus, ce sont quasiment les mêmes symptômes que la grippe. Un faux ou un tox? C'est les mêmes symptômes. C'est là où ça devient problématique, c'est-à-dire qu'il faut se faire dépister. Et là, je me tourne vers mon téléphone, ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai appelé le 15, on l'a fait avec le docteur François Arcos en direct. Je suis tombé sur la plateforme, après avoir attendu un petit peu quand même, 18 appels en absence. Et on me dit quoi? On me dit il faut me faire dépister, mais je me fais dépister comment? Et par qui? Et où? En Bourgogne-Franche-Comté? Allez, vous répondez, docteur Olivier Aubrecht. C'est ça. Encore une fois, ça dépend de la situation. C'est-à-dire, l'intérêt du 15, c'est bien de qualifier justement votre demande par rapport à des symptômes qui peuvent en effet être ceux d'une grippe banale. Le 15 va vous demander d'où vous venez, va vous demander si vous êtes allé à l'étranger, si vous arrivez d'une zone à risque, si vous connaissez des patients, des malades autour de vous. Il y a tout un ensemble effectivement de tracing du cas pour effectivement soit décider que vous êtes dans la filière que le docteur Arcos a rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire on vient clairement soit à votre domicile, ce n'est pas encore le cas le plus fréquent, soit on vous achemine vers un lieu de prélèvement pour confirmer votre cas ou pas, soit effectivement vous envoyez éventuellement dans le circuit de soins normal. Vous pouvez vous dépister, vous le généraliste, Emmanuel?
Alors, vous avez les moyens de dépister quelqu'un qui vient dans votre cabinet? Non, on n'a pas les moyens techniques de dépister. Mais je rajouterais qu'effectivement, c'est le contexte clinique qui va nous guider. Et une pneumopathie inexpliquée va orienter vers un dépistage. Une simple grippe chez quelqu'un qui n'a pas eu de contact, qui n'est pas allé en voyage sur des zones endémiques, n'est a priori pas porteur du coronavirus. 0805 383 383. Bonjour, quel est votre petit nom et surtout votre question, s'il vous plaît, on vous écoute. Bonjour, je m'appelle Martine, je suis diabétique et je suis donc une personne plus à risque. Je voulais savoir pourquoi exactement et aussi ce que je devais faire en plus pour me protéger. Olivier Aubrecht, ces fameuses personnes les plus à risque. Déjà, merci Martine. Les diabétiques ont-ils plus à craindre finalement que les autres et surtout comment se protéger? Alors, là, je pense qu'il faut poser d'abord la question aux médecins traitants qui voient tous les jours des patients diabétiques. Je veux bien compléter sur les aspects des mesures qu'elle peut être amenée à prendre. On y va. Alors, le médecin traitant, on va perdre de temps. Emmanuel Debost. Voilà. C'est les personnes immunodéprimées. Donc, quand vous êtes diabétique, vous avez une immunité qui est fragilisée. Mais il y a d'autres pathologies. On sait que c'est les pathologies cardiovasculaires, les premières, qui sont responsables des complications. Mais globalement, toutes les pathologies qui entraînent une certaine immunodépression, une fatigue, sont facteurs d'aggravation en cas d'infection de coronavirus. Les fameuses personnes à risque, quelles sont-elles? On en a un tout petit peu parlé tout à l'heure, on a dit les personnes âgées, on a compris les personnes qui pouvaient souffrir de cancer, de diabète, etc. Oui, toutes les personnes qui ont des conditions chroniques, comme vient de le rappeler le docteur Debost, et notamment de la sphère cardio-respiratoire, cardiovasculaire et respiratoire, puisque le virus a clairement une cible sur le système respiratoire. Et si je peux rajouter, et les personnes âgées. Oui. Les personnes âgées sont une cible majeure, même pas forcément immunodéprimées, mais on sait que les personnes âgées sont plus sensibles. Les plus jeunes? Beaucoup moins, ce qui est quand même un côté positif. Il faut optimiser. C'est vrai que les jeunes sont beaucoup moins touchés, beaucoup moins gravement malades. Et dans le monde, il n'y a aucun jeune qui est mort du coronavirus. Voilà, le message des sports, c'est important. Exactement. Oui. C'est très important ce matin. Et on peut rappeler aussi que dans tous les cas qu'on signale, on continue pour l'instant à empiler les cas. Tous les jours, on dit qu'il y en a tant de plus. Il ne faut pas oublier que désormais, on a des gens guéris. C'est-à-dire que au-delà à partir du moment où ils sont asymptomatiques au bout de 8 à 14 jours, ils ressortent. Et d'ailleurs, dans la région, les 2 premiers patients qui ont été hospitalisés le 27 février, puisque c'était le jour J de coronavirus en Bourgogne-Franche-Comté, ils sont ressortis de l'hôpital. 0805 383 383. Place à vos questions, nous vous écoutons. Bonjour, je m'appelle René. Je veux exercer mon droit de retrait. Mais combien de temps ça peut durer exactement? Merci. Merci. René, le droit de retrait, déjà, c'est quoi, monsieur l'avocat, s'il vous plaît? Le droit de retrait existe à la fois dans le droit privé du travail et dans le droit public, puisqu'effectivement, notre questionnante aujourd'hui était fonctionnaire. Il faut savoir que le droit de retrait, c'est la possibilité pour un salarié ou un fonctionnaire de ne pas venir au travail ou de partir de son lieu de travail parce qu'il estime qu'il y a une situation de danger pour sa santé particulier. Et les 2 termes importants, c'est 1, la gravité et 2, l'imminence. Aujourd'hui, sauf cas particulier, à mon sens, nous ne sommes absolument pas dans les conditions, de manière générale, pour que le droit de retrait puisse s'appliquer. Ce n'est pas parce que vous travaillez dans un musée que vous allez voir un certain nombre de personnes. Si votre employeur a mis à disposition une solution hydroalcoolique et des masques, éventuellement, pour les personnes qui toussent, qui sont malades, autres que par le coronavirus, dans ces cas-là, sinon, à part ça, absolument pas de droit de retrait. Donc on peut le dire aujourd'hui à 11h14, réponse de l'avocat, spécialiste en droit du travail, maître Fabien Kovac, c'est pas possible d'évoquer le droit de retrait dans mon entreprise dans le cadre du coronavirus. Sauf cas vraiment particulier, par exemple si un de vos collègues a été dépisté comme ayant eu le coronavirus, bien sûr qu'à ce moment-là, je pense que la sagesse veut que, 1, il soit extirpé de son lieu de travail, et 2, je pense que l'ensemble des collègues, et ça les membres du corps médical vont pouvoir me le confirmer, vont être extirpés du lieu de l'entreprise, et je pense même que l'entreprise pourra avoir recours au chômage partiel. L'entreprise peut aussi parfois avoir recours au télétravail. Est-ce que moi je peux refuser le télétravail finalement, monsieur l'avocat? L'employeur ne peut en général pas imposer le télétravail, mais compte tenu des circonstances particulières, il a été décidé récemment par des tribunaux, notamment des conseils des prud'hommes en référé, qu'un employeur pouvait, 1, imposer le télétravail, et 2, voire même décaler les dates de congé pour les imposer de manière plus
rapide aux salariés pour éviter que dans l'entreprise, il y ait des difficultés liées à la prolifération du virus. Allez, pour ceux qui nous rejoignent à 11h15, vous ne le savez peut-être pas, mais vous pouvez interagir en direct en nous posant vos questions, tout simplement sur la page Facebook de France 3 Bourgogne et France 3 Franche-Comté. Vous pouvez aussi nous envoyer des questions filmées, des petits selfies. Il y a aussi le numéro vert qui fonctionne, le 0805 383 383. Je me tourne vers vous, Antoine. Après la tendance sur les réseaux sociaux, après les modes de transmission, après les idées reçues et les fake news, question juridique justement pour notre avocat, maître Fabien Kovac. Je crois que vous en avez quelques-unes, Antoine. On vient de parler du travail, mais aussi beaucoup de questions autour des voyages. On a Anne-Marie qui nous pose 2 questions. La première, est-ce que je peux annuler mon voyage si je vais dans un pays à risque? Et la deuxième, est-ce qu'un pays peut m'empêcher de rentrer ou même de repartir? Alors, maître Kovac, première question déjà. On va parler de voyage, pas de simplement vol, parce que le vol c'est une circonstance un peu particulière. C'est le PAC, c'est le voyage à forfait. Vous avez réservé auprès de l'agence de voyage un vol et puis un forfait sur place dans un hôtel. À ce moment-là, si c'est à destination d'une zone à risque, vous pouvez tout à fait annuler votre voyage qui vous sera intégralement remboursé. Ça c'est important. Mais il se peut aussi que, logiquement, l'agence de voyage vous contacte et vous dise que le voyage est annulé. Notre interrogation, Antoine, il y avait 2 parties, je crois, sur la question. C'était est-ce qu'un pays peut m'empêcher de rentrer ou même de repartir? Bien entendu, puisque le gouvernement d'un pays peut fermer les frontières de son pays pour des raisons médicales. Et puis, alors, un peu plus compliqué peut-être d'interdire à quelqu'un de repartir du pays, mais en tout cas interdire de rentrer dans l'aéroport ou de monter dans un avion, ça c'est tout à fait possible. Tout à l'heure on a parlé des enfants, des écoles, il y a des parents, des grands-parents qui sont avec nous. Si l'établissement de mon enfant venait à fermer, est-ce que je pourrais finalement avoir le droit de m'absenter de mon travail, vous qui êtes spécialiste en droit du travail? À mon sens, non. Pour une simple et bonne raison, c'est que soit effectivement votre enfant est en quarantaine, et à ce moment-là, le droit du travail prévoit que le salarié a la possibilité de s'absenter, un des 2 parents de son lieu de travail, s'il n'y a pas d'autre mode de garde. Et il sera rémunéré par la sécurité sociale, puisqu'il peut demander, dans ces cas-là, l'émission d'un arrêt de travail. Maintenant, dans les autres cas, il n'y a pas de raison. Il faut peut-être demander à l'employeur un congé sans solde ou de prendre ses congés payés pour pouvoir garder son enfant. Mais en tout cas, il n'y a pas d'obligation pour l'employeur. 0805 383 383, il est quasiment 11h18. Je vous propose d'écouter la question de Victoria. Bonjour, alors moi je voulais savoir si à votre avis il était possible de trouver un vaccin avant la fin de l'épidémie. Merci. Aïe aïe aïe, le vaccin c'est pour demain. Selon vous, je vous vois sourire de Olivier Aubrecht. Non, ce qu'on peut dire c'est qu'au niveau national, le gouvernement a mis autour de la table l'ensemble des entreprises habituelles qui fabriquent des vaccins dans notre pays. Il y en a 3 principales. Et de toute façon, les 3 équipes, enfin les 3 laboratoires sont d'ores et déjà en train de le chercher. Le temps habituel pour un vaccin de ce type pour être mis au point est de l'ordre, en effet, d'une année. Et on n'a aucune visibilité aujourd'hui, mais il est probable qu'on aura des premiers vaccins en test, effectivement, au début 2021. Ce qui veut dire que l'épidémie, on peut l'espérer, sera terminée. L'épisode épidémique actuel. Oui, j'allais vous demander, selon vous, jusqu'à quand, évidemment, on peut être dans cette situation? Alors, ça, pour l'instant, absolument aucune possibilité de le dire. Tout ce qu'on peut dire, c'est par comparaison avec ce qui s'est passé, parce que ce n'est pas la première fois qu'on a un épisode de ce genre, je rappelle, puisque dans les 20 dernières années, on en a eu 3 quand même. On a eu le SRAS, on a eu le MERS-CoV en 2013 et on a eu H1N1 en 2009. Donc on a eu déjà une expérience qui fait d'ailleurs que le système de santé est équipé, outillé pour réagir. Il y a des plans pandémie qui existent et qui sont activés. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais la réponse d'anticipation est déjà programmée. Donc le vaccin, raisonnablement, pas cette année, en effet. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres médicaments qui pourraient atténuer les effets, mais qui ne sont pas des vaccins, qui sont des médicaments au sens traditionnel. Et là aussi, plusieurs molécules vont être testées dans les prochaines semaines. Puisqu'on parle de futur, aujourd'hui on est au stade 2, m'arrêtez si je me trompe, ça veut dire en clair pour la Bourgogne-Franche-Comté quoi précisément dans notre quotidien? Quel est le changement? Il faut voir qu'au-delà des stades qui ont toujours un peu un effet magique, le 1, le 2, le 3, c'est un continuum de mesures, c'est-à-dire qu'on mobilise des mesures en fonction de la dissémination du virus. Et donc plus le virus, au départ il y a quelques cas, donc le maximum est fait pour éviter que le virus ne s'installe, c'est-à-dire les cas sont isolés, tous les cas contacts sont en éviction professionnelle ou scolaire ou autre.
Et lorsque le virus, on s'aperçoit qu'il, malgré tout, il commence à se diffuser, on passe à ce qu'on appelle au stade 2. Donc les mesures sont différentes et on commence à suivre des gens à domicile, ce qui est le cas par exemple dans notre région. La moitié des gens aujourd'hui qui on appelle confirmés, nos 112, plus de la moitié sont suivis à domicile, ne sont pas hospitalisés. Et si demain nous devions passer au stade 3, voilà par quoi ça se traduirait. Regardez en image. T'as entendu parler du stade 3 pour le coronavirus? Oui, mais c'est quoi la différence avec avant? Le stade 3, c'est le seuil d'alerte maximum. Il est déclenché lorsque le virus ne se limite plus à certains endroits localisés, mais circule partout dans le pays. On passe donc à un stade dit épidémique. Il n'est plus question d'endiguer la maladie, mais d'atténuer la vague épidémique et de veiller à ne pas saturer le système sanitaire pendant une durée de 8 à 12 semaines. Montée en puissance du SAMU, renfort de personnel, médecins libéraux, infirmiers, dispensaires, aides à domicile, tous les acteurs de la santé sont réquisitionnés. Pour ne pas engorger les établissements, seuls les cas les plus graves sont hospitalisés. Les autres patients doivent rester chez eux, ils bénéficieront d'une prise en charge en ambulatoire. En plus des mesures concernant le système de santé, de nouvelles mesures restreignent la vie en collectivité, comme la limitation des activités culturelles, sportives ou la fermeture graduelle de crèches et d'établissements scolaires. La suspension de certains transports en commun est aussi envisageable, tout comme des mesures imposant le télétravail, voire du chômage partiel. Mais pour l'essentiel, ces mesures seront prises au cas par cas, en fonction de zones particulières. On se rassure, le pays ne sera pas à l'arrêt. Alors on l'a compris, le stade 3, vous m'arrêtez si je me trompe, c'est à géométrie variable selon les régions. On comprend aussi que c'est inéluctable finalement ce stade 3. Qu'est-ce qui va se passer chez nous en Bourgogne-Franche-Comté, Olivier? Je crois que votre infographie est très bien faite puisqu'elle insiste bien sur le fait que c'est au cas par cas et les mesures doivent être, le principe de base c'est celui de la proportionnalité. C'est-à-dire que c'est véritablement en fonction de la situation zone par zone que seront prises les mesures. Et la vie économique est un élément important au regard de l'ensemble des mesures qui sont prises. Mais inéluctable. Encore une fois, je vous dis, je pense que la vraie différence est entre le stade 1 et le stade 2. Après, du stade 2 au stade 3, c'est un continuum de mesures plus ou moins renforcées. La vraie spécificité du stade 3 est qu'elle autorise notamment des mesures d'ordre public ou de restriction des libertés publiques, comme la limitation des possibilités de circuler, de s'associer, etc., dans des manifestations collectives. Mais sur le plan médical, l'important du stade 3, c'est que l'ensemble du système devient en tension avec les médecins traitants et on laisse les gens au maximum dans leur univers de vie habituel. 11h22, place à vos interrogations pour les 5 dernières minutes, avec vos questions en direct sur tous les écrans connectés. Antoine, qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux ? Alors, je tiens juste à dire qu'on n'a pas pu poser toutes vos questions, mais vous retrouverez plusieurs réponses sur les réseaux sociaux et sur le site internet de France 3 Bourgogne. Et on a eu déjà beaucoup de questions en amont, et plus que des questions, des commentaires d'internautes qui nous disaient « Est-ce qu'on ne parle pas trop du coronavirus ? Pourquoi on ne parle jamais ou très peu en tout cas, des personnes qui sont guéries ?» On a Jean-Luc qui nous dit « Est-ce que le meilleur remède contre le coronavirus, ce ne serait pas d'éteindre sa télé ?» Donc la question aujourd'hui, elle se pose « Comment on parle de ce coronavirus ?» Alors l'info, c'est pas que la télé aujourd'hui, c'est bien les écrans connectés. Vous en êtes la preuve vivante. Les réseaux sociaux, on l'a vu, il y a tout et n'importe quoi qui circule. Un message d'espoir quand même à faire passer ce matin, docteur Olivier Aubrecht, en Bourgogne-Franche-Comté. Oui, bien sûr. D'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, on a les premiers cas. Ça fait 15 jours maintenant, un peu plus de 15 jours de recul qu'on a, et les premiers guéris, qui étaient hospitalisés guéris, sont observés. Je ne sais pas si on en parle trop. Je pense que c'est l'occasion aussi de rappeler que les maladies virales, c'est un enjeu de civisme, c'est un enjeu aussi collectif de civisme, et que se laver les mains, ne pas s'embrasser, ne pas se toucher, faire attention aux personnes fragiles quand on est malade, ça c'est des mesures de bon sens. Malheureusement, le bon sens, il faut parfois le marteler. Et puis parfois le bon sens, on se trompe, vous savez, vous me parlez de lavage de mains par exemple. Moi j'ai une question pratique et forcément des réponses en images. Comment bien se laver les mains en moins de 120 secondes chrono? Top, c'est parti. Pourquoi est-ce que c'est important de se laver les mains avec du savon? Alors, je vous propose de faire l'expérience. Donc, dans un premier temps. Donc, je me lave les mains rapidement comme ça, sous l'eau. Oui. Alors, hop. Alors, avec la petite lampe, nous pouvons voir toutes ces petites traces blanches. Oh mon Dieu. Correspond à de la saleté. Voilà, exactement. Oh, comme quoi, il faut donc bien se laver les mains avec du savon. Tac. On frotte, on frotte, on frotte. Alors, on conseille aux enfants de compter jusqu'à 30. D'accord. Dans leur tête. Il y a une technique particulière à avoir pour éviter tous les champignons, tous les virus. Très bien. Donc, à l'intérieur, dessus,
Comme ça? Voilà, entre les doigts. Pas oublier les petits pouces, les 2 pouces. Tac. Et les poignets. Allez, on rince tout ça. On s'essuie les mains. Oui. Avec donc du papier qu'on jette, hein. Il faut bien... Pas un torchon sale, une serviette sale. Montrez-moi, j'espère bien avoir les mains propres. On va voir. Parce que quand même... Est-ce que le savon serait la solution? Oui. Donc qu'est-ce que ça fait le savon exactement? Ça vous débarrasse des microbes, ça vous nettoie. Regardez, il ne vous reste vraiment plus rien. Non, mes mains sont toutes propres. Enfin. Merci beaucoup Virginie. Merci Fleur, merci. À bientôt. À bientôt. Bon, vous l'avez compris, hein, le gel hydroalcoolique, c'est pas forcément automatique. On peut aussi bien se laver les mains. Il ne faut pas en abuser de ce gel. Vous qui êtes médecin généraliste, comment vous faites entre 2 patients? Alors, déjà, systématiquement, je porte un masque et tous les patients qui toussent, je mets le masque sur le nez, je mets un masque à mes patients. Ma secrétaire consigne de mettre un masque aux patients qui toussent. Et puis, lors de la consultation, systématiquement après, je me lave les mains avec un gel hydroalcoolique et je passe mon stéto à l'alcool. Tout simplement, j'ai un petit coton imbibé d'alcool et systématiquement entre chaque patient. Donc des habitudes que j'ai prises que je n'avais pas, effectivement. Mais ce sont des bonnes habitudes. Petite question, réponse rapide s'il vous plaît, monsieur l'avocat. Ai-je le droit de dire à mes enfants de ne pas aller à l'école? Parce que ça, on ne l'a pas vraiment évoqué finalement, ce côté-là. Alors, tout à l'heure, on a répondu pour partie à cette question. A priori, non, puisqu'on a l'obligation de scolariser les enfants. Ceci étant, compte tenu des données actuelles sociales, un parent qui va dire à son enfant pendant 2-3 jours ne va pas à l'école ne sera pas sanctionné. Par contre, s'il doit faire perdurer cette absence de l'école, il faudra qu'il mette en place un système d'éducation à la maison. Alors, je précise qu'on n'a pas pu donner toutes vos questions parce qu'on était un petit peu pressé par le temps. Je rappelle qu'il y a un numéro vert qui est totalement gratuit, qui a été mis en place par le gouvernement, qui est ouvert 24 heures sur 24, hein, Olivier Aubrecht. Oui, c'est le 0800 130 000. On le voit ici, appel gratuit. On a toutes les infos et surtout, on peut poser toutes les questions à n'importe quel moment. Je crois que c'est important de le préciser. Oui, tout à fait. C'est 24 heures sur 24 et je voudrais réinsister du coup à la fin sur le fait que ce numéro est vraiment destiné à répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir justement sur vos enfants, sur vous-même et surtout ne faites pas le 15 si vous n'êtes pas directement concerné par un problème de santé. Le 15, c'est pour les urgences et il ne faut pas les engorger. On le redira jamais assez. Absolument. 15 ou 112 sur son téléphone portable. Merci à tous, merci pour votre réactivité. Merci aussi à vous d'avoir été avec nous. La vie continue, hein. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Merci Antoine pour toutes ces questions. Ça continue sur les réseaux sociaux. À suivre votre météo, le journal des Outre-mer et puis bien sûr votre 12-13 avec le rendez-vous chez vous en Bourgogne-Franche-Comté. À demain. Merci.